Bonjour, aujourd'hui nous voici au cœur de la crypte de la chapelle Notre-Dame de Bon Secours avec Sœur Sophie qui va nous en apprendre un peu plus sur Marguerite Bourgeoys. Bonjour Enola. Donc nous savons que Marguerite Bourgeoys est l'un des personnages fondateurs de Montréal, mais qu'est-ce qui l'a vraiment poussée à venir au Canada et faire ce voyage si dangereux? Marguerite Bourgeoys, son arrivée au Canada était sous l'invitation de Monsieur de Maisonneuve, qui était le gouverneur de Ville-Marie. Et c'est une demande qui lui est arrivée par le biais de sa sœur, de la sœur de Monsieur de Maisonneuve, qui était religieuse. Voilà vraiment la demande officielle qui a été faite à Marguerite. Mais je crois que Marguerite, depuis sa touche, sa conversion en tant que jeune fille en 1640, elle portait en elle le désir de faire quelque chose de neuf, de faire quelque chose pour le monde et pour Dieu. Alors, elle a vraiment compris que cet appel de Monsieur de Maisonneuve était comme vraiment un signe de Dieu et qu'il fallait qu'elle y réponde. Alors, elle a pensé dans sa prière et sa méditation que peut-être Ville-Marie était le lieu où elle pouvait réaliser ce qu'elle aspirait profondément, fonder une communauté religieuse. Je pourrais aussi dire qu'une des motivations pour laquelle Marguerite a répondu à cette invitation, c'est que la fondation, la Société de Notre-Dame, voulait fonder en Ville-Marie une communauté à l'image de la première communauté chrétienne, où on vivait vraiment la fraternité, le partage et l'évangélisation. Et elle était très sensible, n'est-ce pas, aux Amérindiens, donc aux autochtones. Bien sûr, ce n'est pas quelque chose qu'elle a fait comme ça. Elle a pris le temps de prier, de consulter des personnes, ses accompagnateurs spirituels. Et au moment de partir, elle était encore comme hésitante. Elle est rentrée dans la chapelle du port et là, elle a eu comme cette intuition que Marie lui disait « Va en Canada, vas-y, je serai avec toi ». Et donc, c'est comme ça qu'elle embarque. Et les voyages, comment ils s'est passé? Ça devait être difficile à l'époque, ça devait prendre longtemps aussi. Oui, je crois que les voyages étaient très difficiles et que même il fallait tenir compte ici de la neige, de la fonte de la neige pour faire les voyages. Quand on quittait la France, il fallait être sûr qu'on arrive quand vraiment le Saint-Laurent est dégagé et où on peut accoster. Marguerite a fait 3 voyages. Donc, si on fait aller-retour, ça fait comme 6 voyages. Celui de 58, qui était de porter secours à Jeanne Mance, qui était vraiment blessée et qui avait besoin des soins, mais aussi où elle pouvait revenir avec des sœurs, des jeunes femmes qui voudraient, comme elle, faire l'école et fonder communauté. Et il y avait le deuxième voyage où vraiment il fallait qu'elle aille pour les lettres patentes pour sa congrégation, parce que justement, elle était un peu mal prise avec l'évêque du milieu qui voulait que la communauté soit à tout prix cloîtrée. Donc, elle est allée comme en businesswoman, en négociatrice et raconter Louis XIV. Et je crois que c'est de là que, n'est-ce pas, il y a eu comme une entente qu'elle pourrait recevoir les filles du roi à un moment donné. Il y a eu aussi un troisième voyage, celui de 1680. Mais je crois que pour elle, c'était des voyages importants. Oui, c'était des voyages importants. Marguerite était donc une femme courageuse, donc elle était forte aussi, pour avoir fait autant de voyages. Pour moi, c'était une femme passionnée, audacieuse, très, très aimante du prochain, très respectueuse de l'autre. Parce que la manière dont elle a considéré les autochtones, les Amérindiens ici, elle n'a pas voulu les convertir, elle n'a pas voulu les franciser, elle a juste voulu leur montrer qu'à côté de leur religion,
il y a la religion, il y a la foi chrétienne. Et c'était à eux de décider maintenant qu'est-ce qu'ils pouvaient choisir, qui est-ce qu'ils pouvaient suivre. Oui. Et à son arrivée, est-ce qu'elle a eu l'occasion d'enseigner tout de suite? Malheureusement, ce désir d'enseigner tout de suite, Marguerite n'a pas pu le réaliser. Il lui a fallu 5 années. Pourquoi? Parce que les enfants mouraient en bas âge, à cause certainement du climat trop froid, difficile. Mais elle a fait beaucoup de choses. Elle a secondé Monsieur de Maisonneuve. Elle visitait les familles, particulièrement vraiment les familles les plus pauvres. Elle enseignait aux femmes à coudre, à faire la cuisine, à tenir maison. Elle était comme la conseillère des colons, si bien qu'on l'appelait la mère de la colonie. Donc, qui étaient les filles du roi et comment Marguerite les accueillait dans la nouvelle colonie? Alors, les filles du roi, ce n'étaient pas des filles de mauvaise vie, c'était vraiment des orphelines que le roi avait sous sa protection. Et elles étaient dans des pensionnats où elles étudiaient. Et à un certain âge, où il fallait déjà penser à devenir femme, à prendre mari, on les envoyait ici. Et Marguerite s'en occupait vraiment pour préparer au mariage. Apprendre à coudre, apprendre à cuisiner, apprendre à lire, pour vraiment faire de bonnes épouses. Et j'imagine qu'elle était aussi un peu leur confidente. Oui. Et même, il y a une tradition qui dit qu'elle était une marieuse. Parce que justement, avec les filles du roi, il fallait que, comme une mère, elle essaye de voir est-ce que le monsieur qui arrivait était vraiment celui qu'il fallait pour tel ou tel autre, oui. Vous avez dit qu'au début, elle enseignait aux femmes et elle essayait aux enfants, mais est-ce qu'elle a essayé d'enseigner aussi aux autochtones et aux Amérindiens? Oui, Marguerite s'est ouverte aux autochtones. Elle a accueilli, n'est-ce pas, dans la communauté des jeunes pour l'école. Elle a même ouvert un espèce de pensionnat pour elle, pour qu'elle puisse venir et puis étudier. Donc, quelles valeurs dans la vie étaient défendues par Marguerite à travers l'école? Donc, en quoi ces approches de l'école étaient modernes pour l'époque et différentes? Pour Marguerite, l'éducation devait mettre la personne debout. L'éducation ne devait pas seulement être un moment où, n'est-ce pas, on enseignait les savoirs. Il fallait ajouter au savoir les savoir-faire et le savoir-être. Et ça, c'était vraiment très audacieux à l'époque parce qu'il y avait beaucoup de préjugés, surtout pour la jeune fille. Donc, être capable d'apprendre autant aux garçons les civilités par le geste, par la parole, par l'acte, qu'à la jeune fille, c'était nouveau. Oui, son courage et son audace l'ont aidé à passer vraiment à travers, à faire accepter cette manière, cette pédagogie ici. Et donc, ces nouvelles idées aussi étaient peut-être perçues un peu différemment par l'Église. Est-ce qu'ils ont bien réagi? Oui, pendant longtemps, presque toute sa vie, elle s'est battue pour que la congrégation ne soit pas une communauté cloîtrée. Vraiment, elle a tenu parce qu'elle se disait, il me semble que dans l'Église, il y a 3 types de femmes. Dans la parole, dans l'Évangile, il y a 3 types de femmes. Il y a Marthe, il y a Madeleine et il y a Marie. Marthe et Madeleine ont déjà leur place, mais la vie voyagère de Marie n'y est pas. Et je voudrais vraiment une communauté où les sœurs se sentent libres d'aller faire l'école, autant en dehors du fort de Montréal, autant en dehors de Montréal qu'auprès des Amérindiens qu'on appelle les sauvages, en toute confiance, sans vraiment se sentir comme désobéissante à l'Église. Donc aujourd'hui, il existe une congrégation, la congrégation Notre-Dame. Comment Marguerite a fondé cette congrégation? L'idée de la communauté, de la congrégation Notre-Dame est née
en 1658, lorsque M. de Maisonneuve lui a enfin offert une étable pour l'école. Alors elle s'est dit, maintenant les enfants sont là, mais toute seule, ça va peut-être être difficile, il me faut du monde. Donc nous considérons la première étable, l'étable école, la première école comme notre maison mère. La première maison mère de la communauté, parce que quand elle est repartie en 1658, justement, chercher des jeunes françaises, c'était vraiment pour fonder communauté. Et une communauté dédiée à l'éducation des enfants, des Montréalais, oui, mais aussi des Autochtones, des Amérindiennes. Aujourd'hui, quelle est la mission de la congrégation Notre-Dame et quelles sont les valeurs ou héritages de Marguerite? La mission de la congrégation aujourd'hui. Nous parlons généralement aujourd'hui de l'éducation libératrice, qui est très englobante. L'éducation libératrice, pourquoi? Parce qu'il s'agit de mettre la personne debout. Et nous savons qu'il y a plusieurs chaînes, plusieurs manières de mettre l'homme debout. Évidemment, aujourd'hui, nous avons encore des écoles, il y a encore des sœurs qui sont à l'école, mais nous sommes beaucoup plus dans la pastorale sociale, la pastorale paroissiale. Et dans la pastorale sociale, nous avons vraiment des talents diversifiés. Cela, généralement, dépend du milieu, de là où nous sommes. Il nous faut d'abord arriver quelque part, de voir les besoins pour essayer de voir comment est-ce que nous pourrons y répondre, comment est-ce que nous pourrons apporter, n'est-ce pas, notre soutien. Et reparlons un peu de Marguerite, sa relation avec les autres personnages fondateurs de Montréal. Est-ce qu'elle avait des liens avec eux, à part de Maisonneuve? Oui, Marguerite a beaucoup travaillé avec Jean de Mance. D'ailleurs, son premier voyage en France en 1658, c'était pour accompagner Jean Mance qui s'était cassé. Donc, je crois qu'elle a été très proche de Jean de Mance. Elle a beaucoup aidé, surtout dans ses premières années où elle n'avait pas d'élèves. Elle a beaucoup aidé, n'est-ce pas, à l'Hôtel-Dieu. Les malades. Les malades, elle a beaucoup soigné, elle a beaucoup accompagné, oui. Donc, Marguerite était surnommée mère de la colonie. Est-ce que c'est dû à ses relations avec les gens dans la colonie? Oui, je crois que c'était vraiment dû à sa proximité avec les personnes. Elle était l'oreille attentive où tous les colons, tous les soldats pouvaient venir demander conseil, venir demander de l'aide. Elle était celle-là qui encourageait et visitait les familles. C'était celle-là qui n'hésitait pas à donner son matelas à quelqu'un qui n'en avait pas pour dormir à main le sol. C'était vraiment une maman pour cette population-là de Ville-Marie. Et vous, comment elle vous inspire? Qu'est-ce qui vous a fait rentrer dans la congrégation Notre-Dame? C'est un peu difficile à expliquer, mais je crois que mon amour pour Marguerite est arrivé tout de suite. Lorsque j'ai compris que j'avais comme une personne qui avait essayé de vivre comme Marie. Parce que moi, j'ai eu aussi un appel spécial. Je me souviens, je rentrais d'un examen de 4 heures de mathématiques et j'étais obligée à l'internat d'aller à la messe, d'aller à la chapelle. Et j'étais vraiment pas d'humeur ce jour-là à y aller. Je trouvais que j'avais ma part. Et là, les cloches sonnent, je traîne pour voir est-ce que je ne peux pas contourner cette messe.
parce que je me sens fatiguée tout à coup. Je vois que tout le monde entre et puis apparemment, si je me défile, tout le monde va voir que la voilà qui se défile. Et puis j'entre à la chapelle et il y avait une madone africaine dans cette chapelle-là. J'ai senti comme si elle me disait, viens t'asseoir ici ma fille, tu vas te reposer, c'est fini l'examen maintenant, tu vas te reposer. Et donc ça m'a poursuivie et quand je suis tombée sur le premier livre comme ça, c'était un livre écrit par Sœur Poisson, Marguerite Bourgeois à Ville-Marie. Je feuilletais ces pages-là. Je me suis dit, tiens, il y a une personne qui a essayé. Pourquoi pas moi? Et dans toutes les étapes importantes de ma vie, là, à chaque fois où j'ai eu des décisions à prendre, je me suis toujours appuyée sur Marguerite. Je l'ai toujours considérée comme la femme qui peut m'apprendre à me dépasser et puis à comprendre qui est-ce que je suis. J'ai vécu quelque chose de très, très difficile, mais en même temps de très beau, après l'enlèvement de notre sœur aînée, sœur Gilberte, que peut-être vous avez entendu parler, parce que j'étais dans sa communauté. Et quand il a fallu discerner, est-ce qu'il faut partir, est-ce qu'il faut revenir, c'est vraiment l'image de Marguerite Bourgeois qui m'est arrivée. Mais attends, quand je suis partie à Ville-Marie, j'avais peur, il y avait le danger, mais je savais qu'on avait besoin de moi. Et moi, j'étais là où vraiment le besoin était criard. C'était là. Est-ce qu'il fallait partir? Donc, c'est encore elle qui m'a donné vraiment la force intérieure nécessaire de dire « je reste ». Donc, aujourd'hui, en 2017, est-ce que vous pensez qu'on devrait encore prendre en compte et apprendre de Marguerite Bourgeois? Nous autres, nous avons eu un chapitre au mois d'août dernier et vraiment, elle a été là. Elle nous a inspiré des pas audacieux, notamment l'ouverture aux autres. Aujourd'hui, nous avons un conseil général interculturel, intergénérationnel. Cette capacité à faire la place à l'autre, je crois que Marguerite l'avait. Aujourd'hui, je sais qu'ici, on parle beaucoup de l'immigration, des réfugiés. Il y a beaucoup de questions qui reviennent sur les valeurs, la tenue vestimentaire. Je crois que oui, elle a beaucoup à nous apprendre là-dessus. Parce que je crois que quelqu'un qui arrive, lorsqu'il est accueilli, il s'intègre et il s'approprie des valeurs qu'il a trouvées parce qu'il se sait aimé, accepté comme il est, respecté dans ce qu'il est. Je crois que c'est ça. Montrer à l'immigré qu'il est une personne comme moi et compatir un peu à sa souffrance. Parce que Marguerite a été une immigrée, hein? Elle a quitté la France pour ici. Donc, dans l'histoire de ce pays, c'était certainement parmi les premières immigrées. Alors, je crois que oui, on peut trouver en elle une source d'inspiration pour, n'est-ce pas, faire de la place aux autres. Merci, Sœur Sophie. Merci, Enola. Merci pour tout. Vous êtes une vraie journaliste. Merci.